Le jour est brumeux, l'air est frais, humide. Arthur part en forêt avec son fidèle compagnon, un berger allemand. Il recherche la tranquillité, loin du chaos de la ville. Mais Arthur trébuche. Sa tête heurte une pierre cachée sous la mousse. Le monde devient noir, silencieux. Alors qu'Arthur gît immobile, la forêt continue de vivre autour de lui. Les heures passent, les jours passent, les semaines passent. La nature commence son œuvre macabre. Son corps se transforme, devenant partie intégrante de la forêt qu'il aimait tant. On est vraiment dans une succession en fait, de mécanismes vivants qui vont coloniser la mort. Donc c'est un peu antinomique de dire ça, mais non, la vie quitte un corps, mais ce corps-là va devenir extrêmement vivant pour d'autres mécanismes. Ce qui va arriver dans les premiers instants, on va avoir trois phases qui vont se superposer un petit peu. On va avoir la livor, l'algor et la rigor mortis. Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne. Dans cet épisode, nous plongeons dans ce processus mystérieux qu'est la décomposition des cadavres, étudié par une science nommée taphonomie humaine. Là où un corps devient poussière, où la mort n'est que le début d'une nouvelle histoire. Cette histoire est le quotidien de Vincent Varlet, professeur associé à la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, et responsable du centre SHIFT, le Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy, une unité opérationnelle du Centre universitaire roman de médecine légale qui expertise les corps quand ils sont trop décomposés pour que le médecin légiste n'arrive à poser de diagnostic. Un petit peu d'étymologie d'abord. Donc la taphonomie, ce sont deux mots, c'est un néologisme inventé par un paléontologue russe du nom d'Ivan Efremov dans les années 30, basé sur taphos et nomos en grec. Donc taphos, c'est l'ensevelissement, donc c'est le fait d'enfouir, et nomos, ce sont les lois. Donc par extension, c'est les lois de la tombe. Pour un paléontologue, ça a du sens. Lui, il s'intéressait à savoir comment un dinosaure, donc matière organique dinosaure, devenait fossile et finalement pierre. Maintenant, ça a d'autres résonances au XXIe siècle. On peut faire de la taphonomie médico-légale, donc c'est ma routine actuellement, au niveau du CHUV et du CURLM. Et puis, en même temps, de la taphonomie humanitaire. On a beaucoup de problématiques, des conflits, en ce moment encore plus, où on devra être amené à gérer des corps humains, et également de taphonomie, je dirais, plus sociale, sociétale, civilisationnelle, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, où on a des challenges, ou comment, si on veut amener des nouvelles sépultures, des choses comme ça, il va falloir préparer notre petit monde, donc il y a énormément de choses à faire dans la taphonomie. Mais pourquoi ne pas laisser nos morts tranquilles là où ils sont ? Pourquoi les déranger ? Quel est le but d'étudier des corps en décomposition ? C'est aider la société, les familles endeuillées. On travaille dans un domaine où ça a toujours été un peu tabou depuis des années. C'est pas facile. J'ai appris à maîtriser, puis finalement à manager ces problématiques-là. Je sais le faire, je peux l'encaisser. Je suis à ma place en fait. Voilà, il faut essayer de trouver, chacun doit trouver sa place dans ce monde. Moi j'ai trouvé la mienne. Sa place n'est pas derrière un ordinateur, mais bien généralement sur le terrain. On peut aller sur des scènes de crime, relever sur des scènes de décès, relever des indices entomologiques par exemple, ou aider à faire la levée de corps. Vendredi dernier, j'étais encore dans un cimetière, dans le canton de Neuchâtel, donc c'est vraiment pas la routine. Et puis dès qu'on peut être dehors, il faut être dehors. Dehors. Dehors comme là où se trouve Arthur, dont le corps se décompose toujours en forêt. Alors que lui est passé de l'autre côté, certains processus biologiques continuent. Et cela en suivant plusieurs étapes bien connues. D'abord, l'algor mortis, c'est en fait le fait que le corps va se refroidir. Il va s'aligner à la température extérieure. Et puis c'est grâce notamment à cette évolution thermique, c'est comme ça que le médecin légiste pourra, dans les premiers instants, dater un décès. Essayer d'estimer son intervalle post-mortem. En même temps qu'il se refroidit, forcément, il va y avoir des changements mécaniques. Par gravité, le sang va s'accumuler dans les endroits les plus déclives de l'organisme. Donc finalement, tous les points très déclives vont être concentrés en sang, donc vont apparaître plus rouges, et les points d'appui vont être plus blancs.
Et puis ces lividités, donc cette accumulation de sang, à partir d'un certain temps, est fixée, est figée. Donc ça permet également de pouvoir dater un décès par rapport aux lividités. On va avoir ensuite la rigor mortis, c'est le fait que il va y avoir tout d'un coup une inondation de calcium dans les cellules musculaires. Les liaisons actine-myosine vont être stables et figées, et donc la contraction va être totalement pleine, et le procédé finalement qui est énergivore de relaxation, il est plus soutenu parce que le corps est mort. Et donc c'est ça qui va faire tout d'un coup que le corps va être extrêmement rigide jusqu'à ce qu'il s'autodigère. Donc là, on passe dans encore d'autres étapes. Donc c'est l'autolyse, où nos composés biochimiques vont nous digérer nous-mêmes. On va avoir toutes nos protéines, finalement, vont être décomposées en minuscules briques qui vont être finalement une superbe soupe primordiale pour nos propres bactéries, nos propres organismes, micro-organismes qu'on abrite. Et on va devenir notre propre bombe écologique post-mortem. Donc on passe dans des étapes qu'on va appeler odor et vapor mortis, puisque ces micro-organismes vont, dans leur métabolisme, produire du gaz, produire des composés qui sont bien souvent nauséabonds, d'où des gonflements, d'où des changements qui sont effectivement peu ragoûtants. Puis on passe ensuite dans les putréfactions vertes, noires, jusqu'à la squelettonisation, donc des étapes très très sympathiques. Très sympathique, effectivement. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, ce n'est que le début. Car la décomposition ne se passe pas uniquement dans un corps. Autour du cadavre, la vie grouille. Comme on est embêté quand on fait un barbecue l'été, quand on veut mettre nos saucisses sur le grill et qu'il y a des mouches qui tournent autour, c'est exactement la même chose qui va arriver quand une personne va décéder en forêt. Son corps va être une source de nourriture pour les organismes nécrophages, dont certains diptères, certains coléoptères, etc., vont être attirés intrinsèquement par un substrat carné, super, mis à disposition pour eux comme ça gratuitement. Donc ils vont aller dessus, ils vont pondre des œufs, et ce sont ensuite leurs œufs qui vont se développer en larves. Donc oui, on va finalement être décomposé de l'intérieur par l'autolyse, mais également de l'extérieur par la prédation. Alors les premiers, c'est vrai que les mouches vont arriver très très vite, mais on peut aussi avoir d'autres mammifères ou autres bêtes beaucoup plus sauvages qui peuvent être aussi attirés. On a des loups, des renards, des sangliers, plein de choses qui peuvent venir se servir ou goûter, et qui vont laisser des traces qui, pour nous, vont nous permettre finalement d'exclure certains traumatismes. Si on voit effectivement qu'un élément osseux a été rogné par un animal, ok, on va s'arrêter là dans le diagnostic. On ne va pas se dire, ah ben non, là, ça, c'est quelque chose qui a été donné par un coup, par un objet contendant. Donc, on va pouvoir avoir différentes lectures. Donc, on est tout le temps à l'affût de savoir si c'est un animal ou pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? La forêt, l'environnement agissent directement sur le corps. Mais le corps, lui aussi, agit sur l'environnement. Au fur et à mesure que le corps finalement va se décomposer, le corps va nous en dire de moins en moins, et c'est l'environnement qui va nous en dire de plus en plus, parce qu'il va se former ce qu'on appelle un îlot de décomposition autour du corps. Ce sont les quelques mètres cubes de terre, si c'est en forêt par exemple, d'air aussi autour du corps, ou d'eau, si c'est une rivière ou dans le lac ou autre. Et donc les indices ils vont se trouver plutôt là, plutôt que sur le corps en lui-même. Donc cet îlot de décomposition, il va falloir l'analyser avec d'autres sciences, comme la toxicologie, comme la biologie, la génétique, pour aller chercher à la fois sur le corps, mais dans son environnement, des indices. Et parfois, il faut encore prendre plus de recul, et il faut pouvoir être capable de contextualiser cet îlot de décomposition à distance, mais vraiment à distance. Donc c'est le cas par exemple de charniers lors de guerre, de fosses communes, ou même juste d'un homicide. Et là, on va utiliser les sciences de la localisation pour essayer de trouver, de circonstancier l'endroit d'intérêt, ou là où il faut chercher. Toutes ces sciences de la localisation, c'est le remote sensing, c'est les drones, c'est les radars, c'est les brigades canines, donc les chiens qui sont avec un odorat vraiment entraîné à trouver les personnes décédées, la botanique forensique, parce que forcément les fluides vont modifier la terre, et donc il va y avoir des compétitions entre les espèces végétales. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture aussi, comme un oignon en fait. Je prends toujours l'image d'un oignon, on part du cœur et puis après on l'épluche, parce que les preuves sont pas dans les mêmes endroits et pas dans les mêmes temporalités en fait.
Ces dernières années, Vincent Varlet a mené des recherches dans des cimetières à Genève. Il y a analysé les cadavres et a remarqué que bien souvent, les corps se décomposent lentement, trop lentement. Ça pose de grands problèmes éthiques, juridiques, mais aussi pour les fossoyeurs, qui se retrouvent nez à nez avec ces corps encore presque intacts. Ils ne sont pas préparés psychologiquement à voir ça. Donc il faut, voilà, certaines communes comprennent qu'il faut agir et pour solutionner le problème, déjà le circonscrire, puis après le solutionner. Sur Genève, on était plus dans une logique de, effectivement, les corps ne se décomposaient pas suffisamment, donc essayer de comprendre, circonstancier au niveau biochimique, au niveau biologique, géologique même, savoir est-ce que la Terre était propice à cet usage. Et donc oui, je dois quand même saluer toutes ces communes qui font l'effort, alors qu'on est sur un sujet qui est très clivant, ou peu électoraliste, on va dire, eh bien, on a quand même des communes qui sont courageuses et qui se disent, bah non, là, il faut qu'on arrête de léguer aux générations futures nos problèmes et il faut qu'on les circonstancie maintenant. Des corps qui restent trop conservés et qui s'entassent. Pourquoi se décomposent-ils moins bien aujourd'hui ? Que s'est-il passé ? En fait, il y a une deuxième question qui est alignée avec celle-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les corps se décomposeraient moins bien ? J'ai bien pris le conditionnel, se décomposerait. Parce qu'en fait, ils se décomposent tout aussi mal qu'il y a 100 ans. Ça, c'est un fait, c'est avéré. Quand on enterre un corps à 1,50 m ou 2 mètres de profondeur, il ne va pas se décomposer. Il n'y a plus de vie nécrophage, il n'y a plus rien à 2 mètres. Même il y a 100 ans, les corps se décomposaient tout aussi mal. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on le circonstancie beaucoup plus fréquemment. Parce qu'on, justement, avec que ce soit le Covid, avec notre démographie qui augmente, on doit faire de la place dans les cimetières qui, eux, leur superficie n'augmente pas forcément. Et il faut faire de la place pour les nouveaux venus, si je peux dire ça. Pour faire de la place, forcément, il faut exhumer, désaffecter. Et au bout de 20 ans, si un corps, encore plus s'il a été embaumé, par exemple, ou il a été dans un cercueil très très épais, le corps ne sera pas décomposé. D'où toutes ces problématiques-là. Donc, de fait, les pratiques funéraires font que, voilà, avec cette profondeur d'inhumation beaucoup trop importante, les corps se décomposent moins bien. Donc là, j'utilise le présent. Après, c'est multifactoriel. Si je prends ma voiture maintenant, en plein mois de juillet, je vais à la nuit tombée, je fais Lausanne-Zurich en voiture, mon pare-brise est nickel. Je faisais ça il y a 40 ans. Il y avait plein de papillons de nuit, il y avait une écologie. On ne peut plus nier nous ne sommes plus on est tombé dans l'anthropocène, c'est clair et net. Donc ce qu'on a perdu au niveau aérien, on va dire, on l'a pareil dans le sous-sol, encore plus dans des sous-sols urbains. Il n'y a plus de vie nécrophage. Donc il faut voir comment on peut améliorer maintenant les décompositions de corps. On a plein de pistes. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des pratiques funéraires. Autant que sur l'anthropocène, ça on peut pas trop faire grand-chose. Ça se joue de notre vivant. Chacun doit faire un petit peu un effort pour avoir une pression environnementale moindre. Mais changeons notre regard sur la mort, sur nos pratiques, ces grandes stèles de plusieurs centaines de kilos, ces grands mausolées grandiloquents, ça s'inscrit dans une histoire qui n'est peut-être plus la bonne aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, mais même dans la majorité des cantons, comment est traité le corps ? On est à peu près sur 85% d'incinération, de crémation et 15% d'inhumation. Donc c'est un ratio largement favorable via l'élimination du corps par le feu ou par la chaleur, dirons-nous. Maintenant, on peut s'intéresser si ces deux procédés qui sont très environnementalement parlants, consommateurs, est-ce que ce sont les meilleurs ? Est-ce qu'on ne peut pas, maintenant, au XXIe siècle, aller sur des procédés moins polluants, moins coûteux énergétiquement parlant, qui correspondraient mieux à certaines spiritualités, à certaines personnes qui veulent se responsabiliser et prendre en main leur mortalité ou leur manière de décéder, plutôt qu'être imposées par finalement deux alternatives légales. Et voilà, la taphonomie, c'est ça aussi, c'est réfléchir à ces futurs qu'on veut donner à notre société. Des alternatives ?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les corps de nos défunts? Alors, il y a énormément de choses. Enfin énormément, peut-être pas, mais, il y a beaucoup de choses encore à voir, à étudier et qu'est-ce qui serait aussi, plébiscité ou bon pour la Suisse, pour les personnes endeuillées. Alors on a cité la destruction par le feu, on peut aussi citer la destruction par l'eau. On a l'aquamation qui est pratiquée dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et cetera. En fait, on utilise des espèces de caissons dans lesquels on va mettre le corps qui va être détruit par des alcalins très concentrés, donc de la soude, et cetera. Ça va dissoudre totalement la matière organique et puis il va rester que les os qui vont être comme à l'issue d'une incinération broyés et puis rendus à la famille. Donc voilà, c'est un petit peu moins coûteux énergétiquement parlant, etc. On peut imaginer aux États-Unis, ils peuvent réutiliser cette eau organique. Finalement, ils vont la diluer, ils vont la tamponner pour avoir un pH à peu près acceptable, et puis ils vont s'en servir pour pouvoir arroser les espaces verts ou autres. Donc voilà, on est dans un recyclage effectivement on est poussière, on revient à la poussière, et voilà, on a une gestion finalement du corps qui est raisonnée et raisonnable. Ça, c'est l'aquamation. Alors après, on peut en citer d'autres. On a le compostage de corps qui existe aussi. Alors c'est exactement comme une inhumation, sauf qu'au lieu d'enterrer, ben, on le fait en surface. Donc on pourrait se dire: «Ah mais non, on perd, au niveau éthique, c'est pas bien de considérer le corps comme finalement des vulgaires épluchures, qu'on mettrait, à composter au bout du jardin, et cetera». Mais qu'est-ce qu'on fait quand on inhume un corps dans un cimetière? On fait la même chose. Voilà, à l'issue d'une incinération, on a finalement des cendres. À l'issue d'une aquamation, on a aussi des restes pulvérulents de son défunt qu'on peut ensuite finalement relocaliser dans une cérémonie à l'extérieur ou autre, qui pourrait avoir du sens à la fois pour la famille et pour le défunt. Et dans le compostage, c'est la même chose. On pourrait très bien imaginer, finalement rendre à la famille, un pot, avec, une graine qui aurait germé selon les désirs de la famille ou du défunt, et qui serait, replantée, en forêt ou autre. Donc en termes de symbolique, ça peut être aussi très fort et pouvoir, finalement répondre à des besoins, spirituels ou de transmissifs, on va dire, entre une famille endeuillée, des proches et puis un défunt. Il faut donc repenser la manière de s'occuper des corps avec toutes les questions éthiques, médicales, écologiques, légales et économiques que ça représente. Il est nécessaire de former des personnes pour penser à ces questions dans toute leur complexité. Justement, en septembre 2024, un nouveau master en taphonomie humaine ouvrira ses portes à l'Université de Lausanne. Avec un bachelor de biologie, de sciences forensiques, de médecine ou un équivalent, et un peu d'expérience en taphonomie, les futurs étudiants et étudiantes pourront se plonger dans l'univers de la décomposition des cadavres. On va y apprendre tout ce que je vous ai dit sur la taphonomie au départ, comment avoir une lecture du corps, puis une lecture de l'îlot de décomposition, essayer de trouver l'îlot de décomposition à distance. Donc on va pouvoir à la fois faire de l'anatomie humaine, mais à la fois aller regarder des insectes sous binoculaire, ou utiliser des drones à distance pour avoir des lectures de cartes et dire: ah, ici il y a une anomalie, donc c'est là qu'il va falloir sans doute creuser ou circonstancier, documenter, archiver les preuves, etc. Il y aura donc de la théorie, mais aussi de la pratique. Exactement, on est en train de monter la collaboration avec l'Université de Québec Trois-Rivières, où ils ont ce qu'on appelle une body farm. C'est une structure extérieure dans laquelle ils peuvent utiliser les corps qui sont donnés à la science pour étudier des phénomènes de taphonomie, qu'elles soient forensiques ou d'ordre général. Et donc nous, on va aller là-bas pour apprendre finalement à exhumer des corps dans un contexte forensique, mais également dans un contexte général, parce qu'on est sur des taphonomies qui sont assez courtes. Une body farm, une ferme de corps. Un lieu où les cadavres sont alignés et où les taphonomistes peuvent observer et tester leur décomposition à des fins scientifiques. Tout à fait. C'est un des buts de ce type de structure dans lesquelles on va voir, voilà, on pense que en plaçant un tel et tel corps dans des conditions forensiques bien déterminées, est-ce que nos conclusions qu'on donne jusqu'à présent sont toujours vérifiées par la pratique, par l'expérience?
La taphonomie, bien qu'essentielle à nos sociétés, reste entourée de tabous. Ces tabous, souvent liés à la peur et au mystère entourant la mort, peuvent représenter des barrières à la recherche et à la formation. Ils rendent aussi ce métier unique dans sa pratique. Chaque jour, les professionnels de la taphonomie côtoient des corps. Est-ce possible de s'habituer à une telle routine ? Oui, oui, complètement. C'est même, enfin, je devrais peut-être pas dire ça, mais maintenant j'ai appris plutôt à apprécier les patients décédés que les patients vivants. Le défunt est un super patient parce que il a énormément de choses à raconter pour qui veut et sait lire ces choses-là. Alors que le patient vivant, il va nous dire que ce qu'il a envie techniquement de nous dire dans une première approche clinique. Après, bien évidemment, les experts arrivent à aller chercher dans le non-verbal des choses différentes. Mais voilà, c'est vraiment cette approche-là. Moi, j'évolue avec ce milieu, finalement, qui pourrait être un peu tabou ou rebutant. Mais j'ai appris à faire avec et je trouve ça passionnant. Dans le silence de la forêt, un corps se repose, un cycle se termine. La taphonomie humaine, c'est l'art de lire les histoires que la mort nous murmure. Ce métier est un pont entre la science et le mystère, entre ce que nous savons et ce que nous craignons. Et vous, que lisez-vous dans le silence des disparus ? Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope Entre la vie et la mort, conçu et narré par Marion Devevey. Merci à notre guide dans le monde des morts, qui lui est pourtant plein de vie, Vincent Varlet, professeur associé à l'Université de Lausanne et responsable du Centre Shift au Centre universitaire roman de médecine légale.